Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir aussi de nous avoir avec vous et de voir qu'autant de personnes sont intéressées par un sujet qui reste complexe. Je m'appelle Raoul, je suis membre de l'association YouThink de Lausanne. Qui organise ce séminaire évidemment. Et notre principal objectif, c'est de vulgariser la recherche scientifique, mais aussi traiter des sujets complexes et les rendre accessibles pour tous. Et justement, ce soir, vous allez être témoin d'un de nos exemples. Donc, le conflit au Congo qui perdure depuis des décennies a provoqué 6 millions de victimes, et pourtant on n'entend quasiment jamais parler. Ce conflit mêle des groupes rebelles des différents pays voisins, dont le principal objectif est s'approprier des ressources naturelles. Alors on peut se poser une question, c'est comment faisons pour passer de la volonté de s'approprier des ressources naturelles à 6 millions de victimes? Quelles sont les causes de ce conflit et quelles sont les solutions de ce conflit? Afin de répondre à ces questions, j'ai l'honneur de vous présenter nos deux invités, dont une personne remarquable qui a travaillé dans des organisations internationales telles que la Banque mondiale ou encore Médecins sans frontières, qui a travaillé en tant que coordinatrice de projets en zone de conflit ou post-conflit. Je vous demanderai d'applaudir cordialement Madame Silvia Fontana. Notre deuxième intervenant est un professeur de l'université de Lausanne, dont la recherche est spécialisée en conflits armés. Ces recherches sont reconnues au niveau international et sont primordiales afin de comprendre pourquoi certains conflits persistent. Je vous demanderai encore d'applaudir le professeur Dominique Renner. Dans la première partie, Madame Silvia Fontana va vous parler en général, vous donner une vision globale du conflit au Congo. Dans la deuxième partie, le professeur Renner va vous énumérer pas toutes, mais en partie, les recherches académiques liant conflit et ressources naturelles, et évidemment va vous présenter les siennes. Ensuite sera organisée une discussion entre nos deux invités, et enfin vous serez libre de poser les questions que vous souhaitez. Merci à vous. Bon, c'est un plaisir d'être ici. Moi, je suis Silvia Fontana et en fait, j'ai travaillé dans l'est du Congo, dans l'Ituri, dans le sud et dans le nord Kivu avec Médecins sans frontières suisses. Et après, j'ai travaillé aussi en Équateur avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ici, surtout parce qu'on parle du Congo, un pays auquel moi je suis vraiment très liée. Je pense que c'est je le considère après l'Italie mon pays natal comme voilà, un pays pour moi vraiment important. Aujourd'hui, comme je dis, je vais vous donner une présentation générale du Congo, de la situation, de l'historique, pour mieux comprendre les difficultés, même à comprendre ces conflits. Et après, on va passer la parole au professeur. Donc, la République démocratique du Congo est un pays aux ressources naturelles immenses. Vous devez penser qu'au niveau géographique, il est presque 2/3 de l'Union européenne. Les habitants maintenant sont plus ou moins 70 millions. Et il présente 80 millions de terrains arables et plus de 1100 entre minéraux et métaux précieux. Donc, si on regarde le Congo du point de vue de ressources naturelles, c'est clair que le Congo pourrait être un des pays plus riches du continent africain. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Même si, selon la Banque mondiale, le taux de croissance du Congo est parmi les plus élevés de la zone subsaharienne, le Congo vit, et là il faut être très clair, une crise qui est humanitaire. En fait, là, j'ai parlé d'une crise qui est chronique. Ça fait longtemps que, par exemple, MSF est là. Et cette crise chronique est humanitaire et après, on va voir politique. Il faut par exemple penser que selon les dernières statistiques de OCHA, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire, il y a plus de 7,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire au Congo.
et il y a une estimation de 1,7 million de déplacés internes. Mais la chose qui est intéressante pour vous de savoir, et on la voit dans cette map, comme vous pouvez voir, les zones où il n'y a plus de déplacés sont exactement les zones où j'ai travaillé avec MSF. Et ici, je vais vous dire qu'on va parler beaucoup de 3 régions en particulier. La province, ce qu'on appelait la province orientale, qui est l'Ituri, et le nord et le sud Kivu. Mais voilà, j'ai parlé de l'historique. Et là, il faut être clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Congo ici? Voilà, donc je suis très contente de vous voir. Alors, il ne faut pas parler de la situation actuelle du Congo, et après vous devez me dire si je me trompe, sans parler de la colonisation, d'abord du roi Léopold et après de la colonisation belge. En fait, cette image est très importante pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît cette image? Non? C'est la déclaration, c'est la déclaration de Dublin pour la division de l'Afrique parmi les puissances coloniales. Et ça, c'est la conférence de Dublin qui a eu lieu en 1885. Et c'est là où roi Léopold II a pratiquement défini le Congo comme son royaume personnel. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé avec une exploitation massive de toutes les ressources naturelles du Congo qui étaient destinées directement à l'exportation. Les critiques sur le type de colonisation du roi Léopold était si grande qu'à un certain moment, le roi a cédé sa propriété, parce que lui, il appelait le Congo sa propriété personnelle, à la Belgique. Et à ce moment-là, c'est clair que la Belgique a mis en place un type de colonisation plus traditionnelle, je dirais, mais il faut faire attention. Il n'y avait pas de Congolais qui pouvaient être de médecins ou bien de professeurs. Il y avait une claire stratégie de différenciation entre le blanc et le noir. Après la colonisation belge, il y a eu l'indépendance du Congo en 1960. Et là aussi, ce qu'il faut penser de cette indépendance est que c'était vraiment très rapide. Et vu que la colonisation belge était vraiment... voilà, ça faisait partie d'une, on appelle ça institution extractive. Donc les Congolais n'étaient pas prêts, mais du point de vue vraiment des compétences à prendre en charge le gouvernement. Vous devez penser qu'à ce moment-là, en 1960, mes amis congolais m'ont dit qu'il n'y avait qu'un médecin et 2 professeurs. Donc, c'est pour ça que les premières années ont connu une crise qui a mené aussi à l'attentat, à l'excision de Lumumba. Lumumba, désolé, qui est considéré un des héros de l'indépendance congolaise. On arrive maintenant à Mobutu. Bon, moi, sur Mobutu, je peux dire qu'on a eu une période de stabilité, oui, mais de façade. Parce que ce que Mobutu a fait, il a commencé avec ce un régime très, très dur qui a mené à ce qu'on appelle la zaïrinisation, aux zaïrisations. C'est-à-dire qu'il a voulu
voilà, il utilisait de phrases comme on doit retourner à l'authenticité. Il a voulu enlever tout ce que c'était, tout ce qui avait une connotation occidentale. Mais à part ça, du point de vue culturel, du point de vue économique, l'ère de Mobutu, c'était une complète catastrophe. Parce que ce qui s'est passé est qu'il a mis en place une nationalisation progressive de toutes les entreprises. Et cela a amené le Congo à un échec total. On estime que entre le 1960 et le 1997, la fin de l'ère de Mobutu, le produit intérieur brut du Congo a baissé de 65%. Donc ça, c'est le cadre de l'historique du Congo. Dans ce cadre, en 1997, on a la première guerre congolaise qui de facto est une invasion de l'Ouganda et du Rwanda. Et le résultat, l'outcome de cette guerre est l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui était un des leaders de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Et c'était clairement supporté par les Rwandais. Mais ce qui fait, une fois au pouvoir, Laurent Désiré Kabila, est de renvoyer pratiquement l'occupation rwandaise et ougandaise. Et ça, c'est a causé encore plus les hostilités entre les pays. Et on arrive maintenant, en 1998, à la deuxième guerre congolaise. Cette guerre est considérée la pire guerre, je crois, du continent africain. On appelle ça la Grande Guerre. Car même si les statistiques sont vraiment difficiles à définir, mais plus ou moins, au moins 4,5 millions de personnes sont décédées à cause de la guerre directement ou à cause de les conditions de les maladies et la malnutrition. On arrive donc en 2003. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette... je suis désolée, il faut aller vite parce que vraiment, sinon, c'est très long, mais je veux souligner une chose sur la Deuxième Guerre. Ici, plus de 20 groupes armés ont participé à la guerre, subdivisés dans l'opposition et le gouvernement. Et tous les groupes armés étaient dans l'Est, ils se sont après cachés dans l'Est du Congo. À ce moment-là, après des accords, le fils de Joseph Kabila arrive au pouvoir. Et c'est pas par hasard que j'ai mis cette photo en fait. Est-ce que vous connaissez les trois hommes là-bas? Non? Ouais. Non? Ouais. Au fond, c'est Paul Kagame. Ouais, tu peux dire c'est qui? Le président du Rwanda. C'est le président du Rwanda, après? Au milieu, c'est Museveni, c'est le président du Rwanda. Ok, et? C'est Joseph Kabila. Voilà. Encore une fois, Paul Kagame avait vraiment supporté la définition d'un gouvernement de transition qui, au final, a vu le fils de Kabila Junior comme président. Maintenant, on a parlé de crise chronique, on a parlé de crise humanitaire, et là, on vient à l'actualité. C'est la crise politique pleine. En fait, selon la Constitution de 2005, qu'on a signée donc pas longtemps, le président peut rester au pouvoir pour 2 mandats maximum. Donc le président Kabila devrait quitter son mandat à la fin de décembre. Ce qui se passe est que l'organisme qui devrait commencer le processus électoral a beaucoup de problèmes, soi-disant au niveau des communicats, du point de vue organisationnel, de l'organisation, procès administratif. Mais le résultat est que Kabila reste encore au pouvoir. Et
en plus de ça, il y a une incertitude complète sur le futur du Congo, et du point de vue politique, économique et donc social, parce que moi, avec mon approche humanitaire, je suis d'abord intéressée à la population du Congo. Ok? Et c'est ça le problème en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une déclaration de Kabila qui dise « moi je vais arrêter » ou bien qui dise « moi je vais me prononcer sur mon successeur ». Ok? C'est un cours maintenant. Quand je dis maintenant, ça veut dire même aujourd'hui, un dialogue national avec l'opposition. Mais pas toute l'opposition en fait est présente. Et voilà, parmi l'opposition, il y a l'ex-gouverneur du Katanga, qui est Moïse Katumbi, actuellement en Belgique, parce que voilà, il a vraiment peur pour sa vie. Cependant, il y a beaucoup de manifestations des étudiants comme vous qui ont été réprimés complètement. Je me souviens de la dernière, c'était, je crois, à Kisangani. Mais voilà, Kinshasa aussi, on parle de 5 ans moins morts. Et là, on vient maintenant. On a parlé de la crise économique, de la crise humanitaire, on a dit de l'actuelle crise politique, et maintenant on retourne à l'aperçu humanitaire, la carte qu'on avait vue tout au début. Vous voyez, c'est l'Est. Moi, je travaillais là à Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, après je fais aussi l'Équateur. Donc, toute cette partie-là. Et ce que je veux dire est que pendant le gouvernement Kabila, cette partie du Congo a été caractérisée par conflit tout le temps. J'ai mis en petite liste, voilà, pour des questions de temps, je ne vais pas parler de chaque conflit, mais je voulais quand même vous souligner combien de conflits la population congolaise a dû faire face jusqu'à maintenant. Alors, voyez, peut-être que vous connaissez le conflit de Goma du 2012, mais voilà, moi je les connais tous, mais le conflit de l'Ituri c'était à Bunia. Après, vous avez eu la guerre du Congo, le mouvement M23 qui s'opposait à l'armée congolaise, les FARDC. Après, on va parler aussi des FARDC. Et à la MONUSCO, qui est la mission, l'armée, voilà, la mission de paix des UN. Après ça, on est arrivé en 2013 à un accord cadre pour la paix dans la région, signé clairement par le président Kabila. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de tracer un peu s'il y a eu une amélioration, mais voilà, j'ai déjà parlé de la situation que le Congo vit maintenant. Et là, maintenant, je voudrais me focaliser sur l'actualité, c'est-à-dire sur les attaques de Beni. Je vais vous montrer Beni. C'est là. Vous voyez là le petit cercle. Donc, vous avez Goma. Goma, c'est où il y avait le M23. Et après, là, vous avez Beni. Là, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'entre 500 et 1500 Congolais, Nande, on était tués par des armes blanches, machete, donc avec une stratégie de terroir, vraiment une violence extrême. Il y a eu une déclaration du gouvernement de l'armée congolaise et de la MONUSCO par rapport à qui a fait qui a mené ce type de massacre, parce qu'on parle de massacre, et on dit que ça devrait être le ADF. L'ADF est un des groupes armés parmi les plus, voilà, des forces démocratiques. En fait, sont de rebelles qui venaient de l'Ouganda. Et qui sont vraiment là, dans l'est du Congo, là, ils sont là depuis 20 ans et ils se cachent dans la forêt.
Et apparemment, voilà, on dit que la responsabilité de ces attaques est de ces groupes armés. Ça, c'est la déclaration officielle, mais une analyste du groupe d'études sur les Congo de la New York University, justement, vient de publier un rapport qui souligne aussi, malheureusement, je dois le dire, l'implication aussi de FARDC, donc de l'armée congolaise, à différents niveaux. Passivité, c'est-à-dire je suis en train de voir que tu es en train de tuer quelqu'un et je fais rien, et aussi une activité, c'est-à-dire qu'ils ont tué aussi des gens, de la population. Donc ça c'est le cadre de l'Est. Et pour vous donner un peu une photographie sur les groupes armés, ça c'est toujours l'Est. J'ai trouvé une map de tous les groupes armés qui sont présents maintenant dans l'Est. Comme vous voyez, ils sont dans toute la région. Ils sont plus ou moins 70, 70. C'est difficile de faire un mapping de ces groupes, mais quand même on essaye. Et ce qu'on dit qu'aujourd'hui, ils sont caractérisés par une fragmentation massive. En fait, en 2008, ils étaient seulement 20, mais maintenant ils sont 80, 70 et 80. Normalement, ils sont de petits groupes de 200 personnes. Et parmi eux, le groupe armé plus important, c'est la Force démocratique de libération de Rwanda, le FDLR. Mais il y a aussi deux autres groupes qui sont importants du point de vue et des membres et de la présence géographique, qui sont attendez. Voilà. Les ADF, dont on a déjà parlé à Beni, c'est la force démocratique, l'alliance, je l'ai pris en anglais, Ugandan Allied Democratic Forces. Et après, il y a la FNL qui arrive du Burundi. Voilà. Une chose qui est la dernière chose à dire sur les groupes armés, il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'après tu vas en parler plus, est que il y a eu beaucoup de désaccords de paix entre le gouvernement et tous les différents groupes armés. En pratique, ce qui s'est passé est qu'on arrivait toujours à la négociation qui était argent par le groupe armé, et entrer dans les FARDC, donc faire partie, les rebelles cessent d'être rebelles et ils entrent dans les FARDC, dans le groupe, dans l'armée congolaise. Cette stratégie n'a pas vraiment marché très bien, comme vous pouvez imaginer, et maintenant on pense que la réponse militaire, c'est-à-dire ce type de réponse, tu es rebelle, tu entres dans l'armée et on te donne de l'argent peut-être, c'est pas suffisant en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il faut garantir des autres alternatives en termes de, par exemple, développement économique de toute la région. Parce que sinon, ce type d'accord peut être un moyen pour les rebelles de « Ah non, okay, je ne suis pas content des conditions, je vais retourner à devenir rebelle ». Et c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, le M23. Et maintenant, exploitation minière. Alors, dans l'est du Congo, il n'y a pas seulement des groupes armés, mais dans les mêmes régions où il y avait tous ces groupes armés, il y a plein de ressources naturelles. Ressources naturelles qui sont normalement, voilà, ils sont l'éthène, le tantal, le tungstène et
et l'or, le coltan, ils sont appelés les minéraux de conflit et maintenant je vais expliquer pourquoi. En fait, même si au Congo, il y a ces petites minières, il y en a plus ou moins 3000. C'est vrai que beaucoup de ces minières qui sont de caractère artisanal sont contrôlées à différents niveaux par les groupes armés. En fait, dans ces minières, il y a il y a des membres de la population qui travaillent pour des raisons économiques. Ils n'ont pas une autre alternative. Ils peuvent plus faire de l'agriculture parce que là, il y a une insécurité totale. Ils ne peuvent pas garder les champs parce qu'après, les gens vont faire du pillage. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce site et les groupes armés contrôlent à différents niveaux ces gens. Et ils le font, je vais vous donner un peu des exemples. Donc, le service communautaire, les taxes, le contrôle de route et du commerce, le contrôle direct des mines et la sécurité. En fait, il y a parmi les groupes armés certaines qui garantissent la sécurité de la mine aux gens vis-à-vis des autres groupes armés. Donc, ça, c'est une modalité de contrôle de ces groupes armés. Et là, maintenant, c'est la dernière partie. Donc, j'ai vu expliquer la crise humanitaire, j'ai vu expliquer la crise politique. On a focalisé l'attention sur l'Est, on a vu la présence des groupes armés. On a dit qu'il y a plein de ressources naturelles. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que je suis sûre que le professeur va développer plus. Et maintenant, on va parler du lien entre l'Est du Congo et nous. Et comment ça? C'est à travers les chaînes d'approvisionnement qui sont globales. En fait, je pense que tout le monde a une portable, non? iPhone, smartphone, whatever. Bon, peut-être vous ne savez pas que mon téléphone a plus ou moins 40 minéraux qui peuvent en potentiel arriver du Congo. 40. Peut-être des zones de l'Est du Congo, des zones contrôlées par les groupes armés qui, grâce à la taxation ou qui, grâce à des stratégies différentes de contrôle, arrivent à gagner de l'argent qui sert à continuer les violences dans l'Est du Congo. Est-ce que c'est clair, la chaîne? C'est clair? Si? Très bien. Donc voilà, ici je vous montre un exemple sur c'est les composants d'une iPhone. Dans ce cas-là, j'ai pris, pas par hasard encore, une image qui est l'image d'un téléphone on appelle ça le Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. Tu la connais? Très bien. Donc, cette organisation cherche de produire un portable qui est complètement conflict-free. Donc, on est sûr que tous les minéraux qui font partie des éléments de ce téléphone, de cet appareil électronique, n'arrivent pas de zones où il y a le conflit, des minières. Et voilà la chaîne globale. Vous êtes en Europe, mais tout peut arriver de la RDC. Je vous conseille de le récupérer. C'est le dernier rapport de Amnesty sur le coltan. Et c'est très intéressant parce que Amnesty a cherché de tracer, de comprendre tous les différents acteurs de ce qu'on appelle la value chain, la global chain du coltan. En fait, vous voyez, on commence de la RDC, on arrive en Chine, parce que c'est en Chine qu'il y a tous les processus pour la raffinerie. Donc tous les minéraux sont mis ensemble et
Et après, quand on a les composants, on les transmet sur les marchés internationaux, Europe et Amérique. Voilà, maintenant, mon devoir est fait. Je vais vous donner vraiment une idée de ce qui se passe au Congo. Ce n'était pas facile parce que c'est très complexe. J'espère, les amis congolais, j'espère que j'ai fait un bon travail. Merci beaucoup pour cette partie extrêmement intéressante avec l'approche historique, humanitaire sur le Congo. Alors j'aimerais dire d'emblée que je suis pas un spécialiste du Congo moi-même, contrairement à Sylvia. Je suis plutôt spécialiste des modèles statistiques et mathématiques sur les guerres. Mes connaissances du Congo vont pas me permettre de répondre à des questions trop détaillées. Donc ça se peut que si vous posez une question, que je ne vais pas connaître la réponse. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un peu une vue d'ensemble de la littérature en économie sur les ressources naturelles et les conflits de manière très agrégée. Donc c'est très complémentaire par rapport à l'approche qui est beaucoup plus précis et qui tient mieux compte de toute la complexité telle que présentée par Sylvia. Et là, ça va être l'approche un tout petit peu la vue d'ensemble où peut-être effectivement on fait un peu abstraction de toute la complexité, mais en regardant tous les pays, ou tous les pays africains en tout cas. Alors, là, un peu comme point de départ, vous voyez la corrélation entre ressources naturelles et conflits. Donc sur l'axe vertical, vous voyez la fréquence de guerres civiles dans le monde entre 1970 et 2007. Et sur l'axe horizontal, vous avez Energy Rents, ce qui est une mesure de la richesse en ressources naturelles d'un pays. Et vous voyez cette corrélation positive qu'on obtient, même si on contrôle pour le PIB d'un pays, la démocratie, la fractionnalisation ethnique, la population, vous pouvez mettre des contrôles beaucoup plus puissants, vous allez toujours trouver une corrélation positive entre plus de ressources naturelles et plus de conflits. Et puis je vais aller dans plus de détails après en citant en regardant certaines études et puis aussi en regardant un peu les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi les canaux qui font que des pays avec plus de ressources naturelles ont une tendance d'avoir plus souvent des conflits. Les pionniers de cette littérature, c'était Paul Collier et Anke Höfler. Qui a déjà entendu parler d'eux? Donc, surtout Paul Collier, c'est un peu devenu quasiment un rockstar avec des livres de popular science qu'il a écrits, qui sont écrits de manière très très lisible. Donc Paul Collier et Anke Höfler, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis très longtemps, les politologues ont eu des études de cas où ils lisaient, où ils regarder de manière verbale un pays particulier, mais il n'y avait pas tellement de statistiques agrégées au niveau mondial. Et puis seulement au début des années 2000, il y avait plusieurs équipes de chercheurs qui commençaient à se dire c'est quand même utile, c'est complémentaire par rapport au récit des case studies, d'avoir quelque chose de statistique agrégé. Et donc Paul et Anke, ce qu'ils ont fait, c'était un des premiers papiers, des premiers articles sur ça, et ils ont ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est que la courbe, la relation entre ressources naturelles et conflits avait la forme d'une espèce de U inversée. Donc, si un pays n'a pas du tout de ressources naturelles, comme la Suisse par exemple, un pays avec très peu de ressources naturelles a peu de risques de guerre, il n'y a pas grand-chose à voler. Tandis que si un pays est immergé de ressources naturelles, il y a tellement de ressources naturelles, comme par exemple Brunei ou Qatar, dans des pays comme ça, le gouvernement a tellement de moyens de donner des subsides à la population dès qu'il y a la moindre révolte, que finalement c'est aussi relativement stable et assez peu de guerre. Donc on a vu ça par exemple lors du printemps arabe, où Ben Ali en Tunisie et d'autres leaders n'avaient pas le cash pour apaiser la population, tandis que dans certains pays du Golfe, les subsides de
allocations familiales et ce genre de choses étaient augmentées massivement dès qu'il y avait les premiers signes de soulèvement populaire. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les pays sans ressources naturelles et les pays avec beaucoup de ressources naturelles avaient assez peu de guerres. Tandis que les pays au milieu, c'était là où c'était dangereux. Donc, par exemple, Nigeria, Angola, Tchad, Soudan, Indonésie, des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, mais peut-être pas assez pour pouvoir donner des transferts très importants à toute la population. Donc, c'était ça un peu le point de départ de cette littérature quantitative. Après, les académiques se sont focalisés sur la question de regarder en plus de détails quelles ressources étaient particulièrement dangereuses et pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est dangereux? Le pétrole. Donc, il y avait pas mal d'articles qui ont démontré que le pétrole était particulièrement dangereux. Là, vous avez une photo de l'Irak, les puits de pétrole en feu. Donc, vous vous rappelez certainement la très médiatisée guerre de Koweït-Irak, mais il y a beaucoup de résultats statistiques montrant que le pétrole va de pair avec les guerres, aussi bien les guerres civiles, mais aussi des guerres entre États. Donc, par exemple, il y a aussi des résultats récents qui montrent que si vous avez deux pays, et un des deux pays a le pétrole très proche de la frontière, et le deuxième pays n'a pas de pétrole ou du pétrole très loin de la frontière, ce deuxième pays aura une tendance typiquement d'attaquer le premier, et donc ça peut expliquer aussi beaucoup de guerres internationales. Donc je liste un peu certains papiers au cas où si vous voulez les lire, mais voilà, je ne vais pas parler en beaucoup de détails de chaque papier. Après, une deuxième ressource qui est particulièrement dangereuse, c'est les diamants. Les diamants, là vous avez une photo de la République centrafricaine. Il y a aussi beaucoup d'études statistiques qui ont démontré que les diamants vont de pair avec des guerres. Par exemple, un aspect des diamants qui est particulièrement dangereux, c'est qu'il y en a pas mal de diamants qu'on peut extraire facilement, des alluvial diamonds qui sont proches de la surface et puis qui après ne représentent pas seulement une motivation pour attaquer, mais aident aussi les groupes rebelles de se financer pendant le processus. Parce qu'évidemment, ils doivent payer leurs soldats rebelles. Donc les diamants. Troisième type les minéraux, comme le coltan, l'or, toutes sortes de minéraux. Il y a aussi des résultats, là c'est une photo de la République démocratique du Congo, justement. Donc, une mine d'or. Et donc, ce qu'on voit, il y a aussi des études systématiques, et puis je vais parler de cette étude, qui ont démontré qu'effectivement, qu'il y avait un lien très fort entre l'exploitation minière de diamants et de métaux et puis les guerres. Finalement, les drogues, donc il y a aussi une littérature qui montre que les endroits où il y a la plantation de coca, que ça a un lien fort avec des guerres, donc ça vous surprend peut-être peu. Mais pour vous parler par exemple du papier de Angrist et Kugler, donc eux ce qu'ils ont regardé par exemple, c'est que à l'époque il y avait pas mal de... Ce qui se passait, c'est que la coca était plantée au Pérou et en Bolivie, et après, ça passait par des canaux plus ou moins obscurs vers les États-Unis. Après, les États-Unis ont changé leur politique, ils ont complètement barré ces espèces de vols qui passaient par les Caraïbes, ils ont complètement barré ça, et puis la production de coca en Bolivie et Pérou s'est effondrée. Alors, c'est la Colombie qui a pris la relève. Et alors, c'est de là où, en Colombie, ils ont pas seulement commencé à être la plaque tournante du cocaïne, mais en fait aussi de produire le cocaïne. Mais il n'y a pas toutes les régions de la Colombie qui sont aussi géologiquement appropriées pour planter la coca. Donc, ce qui se passait, c'était qu'à certains endroits où géologiquement les conditions étaient remplies, là, il y avait la production de coca, et à d'autres
d'autres endroits, il n'y avait pas. Ce qui fait qu'on pouvait très bien mesurer l'impact en comparant ces deux régions, où on pouvait planter, les autres où on ne pouvait pas planter. Et puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que la population locale en profitait très peu en termes de revenus locaux. Il y avait très peu d'effets. Par contre, la violence flambait. Donc, pour la population locale, évidemment, c'était une très mauvaise chose que la plantation de coca a commencé aussi en Colombie. Donc ça, c'était un peu sur quel type de ressources sont dangereux. Après, la littérature s'est aussi focalisée sur qu'est-ce qui sont les canaux, quels sont les mécanismes qui font que les ressources naturelles ont une tendance à amener la guerre et la violence. Alors, le premier mécanisme, c'est que, évidemment, c'est une motivation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à voler, ben, c'est plus lucratif de commencer à faire un groupe rebelle. Si nous, on voulait faire un groupe rebelle en Suisse, il n'y a pas grand-chose à voler. Donc, en quelque sorte, en termes de ressources naturelles, en tout cas, donc c'est clair que le plus qu'on peut s'approprier quelque chose comme les ressources naturelles, le plus que ça crée la motivation pour voler. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est aussi que, comme c'était étudié par Charles Tilly, le sociologue, et plein de chercheurs, le deuxième mécanisme, c'est aussi que les États qui peuvent se financer avec beaucoup d'argent de ressources naturelles ont peut-être moins besoin de démocratiser historiquement qu'un État qui n'a pas de ressources naturelles. Donc typiquement le deal qui se fait historiquement, comme démontré par Tilly et d'autres, c'est que l'État va vous demander des impôts et en échange l'État va vous donner le droit de décider. Donc en Suisse on paye les impôts et puis en échange on peut participer démocratiquement. Un pays qui a énormément de ressources naturelles a moins besoin de lever des impôts des gens et puis va en échange donner moins de pouvoir démocratique, va être moins forcé en quelque sorte de donner du pouvoir démocratique au peuple. Et donc les ressources naturelles en général ça va de pair avec un pays moins démocratique. Ça va aussi corrompre la bureaucratie un peu parce qu'il y a tout cet argent de pétrole qui peut être utilisé pour des pots de vin. Donc on se retrouve avec un pays, avec un État plus faible, dans le sens que la bureaucratie, elle est moins forte, et puis il y a pas mal de corruption, et puis la démocratie, elle est moindre. Et là, un État qui est plus faible pour ça, peut moins facilement faire face à des rébellions. Le troisième point, c'est que l'exploitation minière, elle est très, très intense en capital. Et donc, là c'est un peu technique, donc je ne vais pas parler de tous les détails, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez deux secteurs dans l'économie, vous avez des secteurs qui sont très intenses en travail et d'autres qui sont très intenses en capital. Et puis, s'il y a un boom dans le secteur très intense en capital, ben, il y aura des ressources qui vont aller du secteur riche en travail vers le secteur riche en capital. Et donc, le secteur riche en main-d'œuvre, en travail, va être en crise, et puis les salaires vont baisser de tous les travailleurs de l'économie. Donc, en fait, la rémunération du capital va augmenter, mais les salaires des travailleurs vont baisser. Et si les salaires sont plus bas, ben pour des chefs rebelles, c'est moins cher de recruter des gens comme soldats rebelles, et puis c'est quelque chose qui va amener une flambée du conflit. Donc c'est un troisième mécanisme. Un quatrième mécanisme qu'on a démontré, c'est la migration. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les pays où, par exemple, dans le Kivu, vous avez l'exploitation minière, ben, il y a pas mal de gens qui viennent d'autres régions du pays pour s'établir et puis participer dans ce travail minier. Des fois, ça se peut que les gens d'autres parties du pays ont peut-être des salaires plus avantageux que les locaux, et puis la population locale subit toutes sortes de conséquences négatives de cette exploitation, et donc ça peut aussi amener ce genre de conflit lié à la migration à l'intérieur du pays. Après, un autre canal, un autre mécanisme, c'est la sécession. Donc, comme on avait étudié avec un co-auteur, Massimo Morelli, qui est aussi à Milan, avec Massimo,
En fait, ce qui se passe, c'est que la situation la plus dangereuse, c'est quand les ressources naturelles sont dans une partie du pays qui est une partie traditionnellement appartenant à un groupe ethnique minoritaire exclu du pouvoir. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de ressources naturelles dans la zone du Niger-Delta au Nigeria, ou dans la zone de Aceh ou Timor d'Indonésie, ou par exemple dans Kurdistan, dans l'Irak, dans des régions où les groupes locaux sont un peu discriminés ou beaucoup discriminés du gouvernement central et occupent un paysage très riche en ressources naturelles, ben dans ce cas, ces groupes auraient beaucoup à gagner en essayant de quitter le pays et créer leur propre État. Et donc ça crée des tensions de sécession, ce qui peut aussi amener à des guerres. Finalement, dernier mécanisme dans la littérature, c'est que l'argent des exploitations minières et du pétrole peut aider à financer un mouvement de rebelles, parce que évidemment, on a besoin de beaucoup d'argent pour être leader rebelle. Et là, je vais parler d'un papier particulier, comme on avait discuté avec les organisateurs. Je vais aussi dire 2-3 mots sur ma recherche à moi. Donc, c'est un papier qui s'appelle This Mine is Mine. C'est avec Nicolas Berman de Marseille, Mathieu Coutenier de Genève, et puis Mathias Denis, qui est aussi prof ici à Lausanne. Et puis, l'assistant de recherche qui nous aidait pour ce papier, Valentin Muller, est dans l'audience. Salut. Je ne savais pas que vous étiez là. Alors, très bien. Donc, ce papier, This Mine is Mine, qu'est-ce qu'on fait dans ce papier? Ben, on regarde... on fait des petites cellules, des petites cellules de 50 km x 50 km qui couvrent toute l'Afrique entre 1997 et 2010. Et puis, on utilise des données très, très détaillées sur où est-ce qu'il y a des conflits. Donc, la carte à gauche, ça vous montre tous les endroits où il y avait des conflits en Afrique. Donc, ça, ces données proviennent des sources médias, des journaux, des rapports d'ONG, et puis, voilà, qui vous disent quel événement de conflit il y a, quels groupes sont impliqués, quand est-ce que ça a lieu, et puis les longitudes, latitudes d'un événement. Et là, à droite, on a toutes les zones minières. Donc, on sait les 10 minéraux principaux qui sont exploités, et puis on voit où sont les zones minières. Alors, c'est des données un peu particulières de zones minières, parce que ça contient surtout les grandes mines industrielles, et pour des pays comme le Congo, par exemple, ça sous-estime en fait les effets, parce que on n'a pas toutes les exploitations artisanales petites. Donc, en fait, même si on trouve des résultats forts, peut-être c'est seulement la pointe de l'iceberg en quelque sorte. Et donc vous voyez qu'il y a un peu de corrélation, mais quand on contrôle plus pour des effets fixes, pour ceux qui savent ce que c'est des cours qu'on a eus, et pour plusieurs facteurs statistiques, cette corrélation en fait elle devient encore plus forte. Et donc ce qu'on trouve dans ce papier, c'est qu'une augmentation des prix des minéraux va augmenter fortement le risque de conflit dans les cellules où ce minéral est produit. Donc si à Nyon vous avez une mine d'or, ben là ça va réagir quand il y a une flambée du prix d'or, tandis que si à Morche il y a une mine de cuivre, ben à Morche ça ne va pas augmenter le risque de conflit quand il y a une flambée du prix d'or, mais du prix de cuivre. Donc on arrive à assez finement distinguer ces différents effets. Dans les années 2000, il y avait un boom historique des ressources naturelles, des prix des ressources naturelles, qui était amené par une grande demande de Chine et d'Inde, et puis de tous les pays BRICS, Brésil, Russie, Chine et Inde. Et puis, donc il y avait ce boom des prix de ressources naturelles, et cela explique jusqu'à 1/4 de la violence en Afrique dans cette période liée à cette augmentation des prix des minéraux.
ce qu'on trouve, c'est qu'un groupe rebelle, quand il arrive à capturer une mine, à conquérir une mine, ben, il va avoir une tendance 3 fois plus élevée de pouvoir aller faire l'escalation de la violence et conquérir d'autres endroits. Donc ça donne beaucoup d'argent à ce groupe qui après l'utilise pour pouvoir lutter ailleurs dans le territoire. Après, on trouve plusieurs effets, donc je vais parler un peu après dans la discussion un peu plus de ça, mais ce qu'on trouve, c'est que l'effet est particulièrement dangereux de ces flambées de prix de minéraux dans les endroits où les institutions sont faibles et quand il y a beaucoup de clivages sociaux, par exemple la polarisation religieuse ou ethnique. Après, on trouve aussi un effet plus fort pour des entreprises multinationales, pour des mines qui sont opérées par des entreprises étrangères. Et puis, ce qui est peut-être important après dans la discussion, c'est qu'on trouve que des entreprises qui ont des bons scores de Corporate Social Responsibility, qui se comportent bien avec leur environnement, ça diminue beaucoup le risque, et aussi des minéraux pour lesquels on a une traceability, une transparence, on sait d'où ça vient. Donc exactement, je rejoins les points que tu avais fait. On trouve aussi statistiquement que c'est quelque chose qui marche assez bien et qui peut diminuer le risque. Donc peut-être c'est effectivement une bonne idée de s'acheter un Fairphone. Voilà. Donc là, vous voyez... Vous voyez là statistiquement 2 cas. Donc je ne vais pas parler des détails parce qu'après ça va être un peu technique et ennuyeux. Mais en gros, là on a la situation à gauche où il y a un groupe rebelle qui gagne, qui conquiert un endroit, une cellule 50 km x 50 km, un endroit un peu désertique où il n'y a pas tellement de ressources naturelles. À un tel endroit, on voit que ici sur l'axe vertical, vous avez l'augmentation de la probabilité de guerre causée par ce groupe ailleurs. Vous voyez que l'effet n'est pas très grand, et puis là vous avez les kilomètres de distance de l'endroit qu'ils ont conquis, et puis vous voyez aussi que l'effet s'estompe après 300 km. Donc un groupe qui arrive à conquérir un endroit un peu désertique va pas tellement augmenter leur activité et surtout pas très loin de cet endroit. Tandis que là, si un groupe a pu conquérir une mine qui vaut beaucoup et que par exemple peut extraire des rentes, de l'argent de la population locale ou de l'opérateur de la mine, ben, là quand il conquiert une mine, ben, l'effet d'augmentation de probabilité de devenir actif et semer le conflit ailleurs est beaucoup plus grand, et puis ça va jusqu'à 1000 km de l'endroit original. Donc on voit un effet très fort d'escalation où si on arrive à conquérir une mine, ben, tout d'un coup le leader rebelle a l'argent et va mal utiliser ça pour après commencer à créer plus de problèmes ailleurs. Alors, comme promis, je vais dire quelques mots aussi sur le Congo, même si je ne suis pas un spécialiste. Donc, il y a quelques articles dans la littérature qui ont étudié le Congo en particulier, pas énormément. Récemment, il y a un article qui a reçu beaucoup d'attention par un jeune prof assistant à Berkeley, Sanchez de la Sierra, et lui, il est allé lui-même dans une zone avec pas mal de conflits, une zone de 650 villages dans l'est du Congo, et puis il a récolté lui-même ces données. Donc, et puis ce qu'il a observé, c'est quand il y avait une augmentation du prix de coltan, et coltan c'est un métal c'est un minéral qui est très volumineux, qu'on ne peut pas cacher facilement. Ben, ce qu'il a trouvé, c'est que quand il y a cette augmentation de prix de coltan, ben, ce que ça fait qu'il y a des pseudo-états de warlords qui se créent à ces endroits où ils commencent à taxer les producteurs pour se faire de l'argent. Et c'est difficile d'échapper à cette taxation parce qu'effectivement, c'est difficile à cacher cette production. Par contre, pour l'or, à des endroits où il y avait une flambée de prix d'or, ben, ils ne trouvent pas tellement cet effet parce que l'or, ça se cache plus facilement. Par contre, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait des efforts de warlords locaux de contrôler des villes proches de production d'or
des villes où cet argent est dépensé pour comme ça extraire l'argent de production. Donc ça c'est un article très intéressant à lire de Sanchez La Sierra. Après je vais de nouveau parler d'un article que j'ai fait avec d'autres co-auteurs, Michael Koenig et Fabrizio Silibotti qui sont à Zurich, et aussi Matthias Tönig qui est aussi prof ici. Et donc Networks in Conflict, donc là c'est un papier où on fait un modèle de réseau théorique, et après on utilise les données du Congo comme application. Donc ce qu'on étudie, c'est effectivement la grande guerre d'Afrique ou la guerre mondiale d'Afrique, la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003. Nos données, ils vont plus loin, ils vont jusqu'à 2010. Donc même si, comme on a vu, même si officiellement 2003 c'était fini, en fait la violence continue à grande échelle. Groupe armé qu'on étudie dans ce conflit, et puis vous voyez le réseau le réseau d'alliance et de rivalité entre ces 80 groupes. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez que c'est complexe. C'est pas simplement deux camps, mais même à l'intérieur, il y a plein de liens entre ces groupes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de nouveau des données de médias où il y a des événements de conflits, quels groupes sont impliqués, et puis on regarde quel groupe est lié à quel autre groupe. Et donc, pour tous les groupes, on sait par exemple si... donc un des résultats qu'on trouve, c'est que si Sylvia et moi sont alliés, on voit que si elle lutte plus fort, moi je vais faire du free riding et je lutte moins fort, en profitant de ces efforts de guerre. Tandis que si si Valentin est un groupe rival, après, si lui il lutte plus, moi aussi je vais lutter plus. Donc il y a cet effet qu'on trouve de free riding sur la lutte des alliés, et puis de compétition avec ses rivaux. Donc ça nous permet de statistiquement estimer ces effets d'élasticité, que si mes alliés, mes rivaux font quelque chose, comment ça va m'affecter. Donc on arrive à estimer ça statistiquement, et puis on utilise ces coefficients qu'on estime, on les utilise pour faire des simulations. Donc on peut se poser après des questions, qu'est-ce qui se passerait si tel et tel groupe n'était pas dans le conflit, ou tel et tel groupe, les rapports entre tel et tel deux groupes étaient pacifiés. Donc par exemple, si on enlevait Ouganda et Rwanda plus leurs alliés comme les différents bras du Rally of Congolese Democracy, RCD, si on les enlevait du conflit, ça pacifierait la moitié du conflit. Donc ça enlèverait quasiment la moitié de toute la violence pendant cette période étudiée, malgré le fait que ces groupes ensemble sont seulement, entre guillemets, impliqués dans un tiers des événements. Donc la différence entre un tiers et la moitié, c'est un effet multiplicateur. Parce que ces groupes n'ont pas seulement un effet négatif sur le conflit, un effet direct en étant impliqués, mais aussi un effet indirect à travers tout le réseau en stimulant les actions d'autres groupes. Après, on regarde des embargos. On voit que, en tout cas dans nos données, on ne trouve pas d'effet fort de ça. Après, ce qu'on regarde aussi dans ce papier, c'est la pacification bilatérale entre le gouvernement du Congo et puis les Rwanda et Ouganda et tous les autres groupes dans le conflit. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a des multiplicateurs très importants. Donc si on pouvait faire un accord de paix entre le gouvernement et Rwanda, il y a 6 fois plus d'événements de conflits qui peuvent être évités que les conflits où ils sont directement impliqués.
Donc, ce que ça veut dire, c'est un multiplicateur très fort. Pareil pour Ouganda. Donc, si vous avez X événements où ils luttent ensemble directement, ben, en faisant la paix entre eux, à cause de ce multiplicateur de réseau, en fait, l'effet serait multiplié fois 6. Donc, il y en a vraiment certaines combinaisons de groupes où faire des accords de paix serait très très important. Voilà, donc c'est la fin.